Oui, bonsoir ou bonjour à tous. Donc Eugène Mardelin reçoit sur le cercle vert à trois angles encore monsieur Michel qui est là. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir Eugène. Bonsoir, donc vous allez nous évoquer, enfin vous allez oh là là, je perds mes mots, c'est vraiment laid. Donc vous allez intervenir sur une continuité par rapport à votre précédente allocution concernant l'uniforme notamment et la modernité. Oui, l'idée m'est venue d'un texte que j'ai rédigé donc pour le journal de l'école. Souvenez-vous, c'était la semaine dernière, je vous parlais un peu de l'intuition de certains jeunes de vouloir s'opposer à l'uniforme, et j'entreprenais modestement une réhabilitation un peu des vertus de l'uniforme. Et j'ai souhaité, une fois que mon texte a été abouti, eh bien vous le partager. Donc je vais procéder maintenant à une lecture, et puis je pourrai, le cas échéant, m'arrêter, m'interrompre pour répondre à vos questions, Eugène, car je pense que j'ai été un peu lapidaire, expéditif et un peu rapide en besogne pour aborder certains sujets qui mériteraient vraiment du développement plus approfondi. Donc oui, c'est une lecture, mais qui ne se veut pas magistrale pour autant, et évidemment je m'interromprai pour préciser et pour vous donner également la parole pour donner plus de dynamisme à cette présentation. Oui, mais c'est normal, ce sont des sujets quand même assez compliqués et abstraits, donc on ne peut pas toujours avoir des réactions pertinentes ou vraiment disruptives, de ma part. Oui. Donc je vais commencer. Donc mon article fait suite à l'article d'une de mes élèves qui s'opposait donc à l'uniforme. Donc effectivement, je vous en avais déjà parlé brièvement dans ma précédente allocution. Et je disais à quel point elle mobilisait tout l'arsenal idéologique libéral, libertaire, anarchiste d'Ayn Rand aux différents autres penseurs de cette mouvance. Je commence donc. Le texte s'appelle Hypocrisie. Mon texte s'appelle Hypocrisie et iconostase. Vous avez pu lire notre tribune sur le rejet de l'uniforme à l'école au nom de la liberté individuelle et de l'expression de la personnalité. Il est dans l'air du temps, depuis mai 68, de rejeter toutes les formes de collectivisme ou d'unité au prétexte qu'il s'agirait d'entrave à l'épanouissement de l'individu. Le fait d'arborer des symboles par l'intermédiaire de son vêtement, de ses accessoires et de sa coupe de cheveux permettrait à chacun de se sentir parfaitement bien. Qu'en est-il en réalité des sociétés où l'uniforme est tombé en désuétude depuis longtemps ? En effet, pour les jeunes les plus fortunés, la liberté de s'habiller est vécue comme un privilège de plus, permettant de se montrer dans le prestige symbolique de la mode issue d'une supériorité de pouvoir d'achat. Ainsi naissent ou renaissent les discriminations de classe liées aux vêtements, où ceux qui ne peuvent pas se payer le dernier bout de tissu à la mode sont condamnés à la moquerie ou à l'ostracisme. Comme souvent, l'esprit libéral de droite et libertaire de gauche, sous couvert d'épanouissement universel, ne sert donc que ceux qui en ont les moyens matériels, financiers ou psychosociologiques. C'est en fait le droit de se différencier pour s'élever symboliquement. Voilà, je m'interromps une première fois. Est-ce que ce que je dis est clair pour vous ? Est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce que il y a déjà une première réaction de votre part ? Moi, oui. Je n'ai pas grand-chose à préciser. Je pense que les choses sont assez claires, mais peut-être pas. Donc je vous donne la parole, Eugène. Oui, j'ai une interpellation. Je m'interroge sur la raison pour laquelle les pauvres sont autant attirés par les marques, et je vous poserai simplement cette question. Oui, eh bien, je pense qu'il y a vraiment une stratégie, sans tomber évidemment dans le complotisme, les théories du complot, mais je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience via l'utilisation de la psychologie, la capacité de
d'avoir des processus, des outils de domination, de nouveaux outils de domination au XXe siècle sont apparus, notamment à travers les médias, la communication. On voit que le développement de la communication a joué un rôle fondamental dans le développement des idéologies. On parle souvent des idéologies totalitaires pour les dénigrer dans l'Occident libéral, qu'il s'agisse bien du socialisme soviétique, du socialisme réel ou du communisme soviétique, des idéologies, des différentes variantes de fascisme, de nazisme, de national-socialisme en Europe centrale, principalement Allemagne et Italie. Mais on oublie que cette exploitation de la psychologie naissante, du freudisme et des nouvelles technologies. Il s'est d'abord agi de la presse et ensuite de la radio, puis de la télévision. Eh bien, cette combinaison entre sciences psychologiques et nouvelles technologies de communication a permis effectivement de créer une nouvelle forme de domination à l'intention effectivement des populations pauvres, qui se trouvent être aussi des populations exploitées, des populations travailleuses. Effectivement, l'abandon de la religion, la foi, au moment de la révolution industrielle, a créé un vide intellectuel qui devait être comblé. Par une autre forme, une nouvelle forme de manipulation. En tout cas, effectivement, les besoins matériels doivent être comblés, les besoins matériels de l'humain ont besoin d'être comblés, mais je crois qu'il existe aussi des besoins mentaux. Et donc, effectivement, en la présence de menaces pour cet esprit de domination, les menaces étant le mouvement social, les différentes moutures, les différentes versions de ce qu'on a appelé le socialisme au XXe siècle, les socialismes, les différentes formes d'utopie sociale ou de socialisme scientifique ou de socialisme, communisme, etc. Et bien face à cette menace, ce danger de non-manipulation, est apparue une idéologie consumériste où la réalisation de l'individu, premièrement, il n'y a plus de réalisation collective, il n'y a de réalisation qu'individuelle, et cette réalisation individuelle, en grande partie, elle prend la forme du consumérisme, d'une vie de consommation. Et donc, moi, je daterais ce triomphe du consumérisme à la fin des années 60, avec le rejet des grands systèmes globalisants qu'on a appelé totalitarisme, pour le triomphe d'un certain libéralisme individualiste, à partir de 68, d'abord dans une mouture, je dirais, intellectuelle et studiantine, et puis ensuite avec l'embourgeoisement des populations, quelque chose de plus normalisé, de plus léger, de moins la transition d'une certaine manière entre un marxisme dominant à la fin des années 60 et un individualisme libéral libertaire triomphant dans le courant des années 70 a permis le triomphe de cette idéologie-là, de la réalisation par la consommation. Ouais, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, si ça, très bien, c'était si ça occasionne un brillant exposé complémentaire qui me permet de réagir sur le volant marxiste, justement. Marx commençant son livre majeur, Le Capital, par la phrase suivante: la richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Donc c'est vrai que ce transfert de l'idéologie religieuse à l'idéologie consumériste n'est possible que par, bien sûr, le capitalisme qui permet de produire beaucoup plus de marchandises, alors qu'avant, bien sûr, on ne pouvait pas avoir accès au luxe quand on était pauvre. Absolument. Bon, très bien. Donc on voit bien là toute l'hypocrisie de l'hégémonie intellectuelle dans les sciences humaines. J'en reviens à mon texte. Derrière de grandes valeurs sociales,
de libération, d'émancipation, se sont masqués à cette occasion, à l'occasion de mai 68, à l'occasion un peu de ce renversement des comportements petits bourgeois qui étaient faussement féministes et faussement progressistes. En conséquence, il est bon de comprendre tôt que tout ce qui est de l'ordre du symbolique n'apporte une satisfaction qui n'est que superficielle et que la réalité de la réalisation et de l'affirmation de soi passe surtout par la formation intellectuelle et professionnelle et par le langage intelligible, par la justification argumentée et par la validité des techniques professionnelles et des pratiques relationnelles éprouvées. Donc là, il y a plusieurs points assez lourds que j'aborde. C'est ce renversement des valeurs, cette arnaque, cette illusion, cette manipulation qui a vraiment eu lieu, je pense, entre la fin des années 60 et le début des années 70. Il y a vraiment eu un tournant qui n'a eu l'air de rien, mais qui a été vraiment, qui a servi habilement ce qu'on a appelé le soft power américain. C'est-à-dire que dans cette stratégie de lutte contre les différentes formes de socialisme, de marxisme, etc., de la part du camp occidental, l'habileté a été de ne pas rentrer dans un conflit frontal. La guerre étant glacée, la guerre froide, c'est un gel, c'est une cristallisation des conflits, c'est une guerre qui est à l'arrêt par la force des choses. La guerre s'est portée eh bien sur le monde idéologique. Alors non seulement sur le monde des idées, qui est un monde, je dirais, où les discussions sont relativement ouvertes, mais il est évident que les technologies et la manipulation psychologique, comme je le disais tout à l'heure, ont été parfaitement, dans un premier temps, analysées, puis maîtrisées à un haut niveau, à un niveau bien plus élevé en Occident libéral que en Union soviétique. Donc, à ce compte-là, bon, il est vrai que l'instrumentalisation aussi des crimes soviétiques a été beaucoup mieux médiatisée que la dénonciation des crimes impérialistes et capitalistes occidentaux. Donc je pense que à la fois dans les classes moyennes soviétiques, les classes moyennes des pays de l'Est et dans les classes moyennes des pays occidentaux, il y a vraiment eu une victoire médiatique, idéologique entre, disons, le début des années 70 et effectivement la chute effective de l'Union soviétique en 1990. En tout cas, entre 89 et 91 pour être précis. Mais oui, on a vraiment assisté, je pense, pour parler de sociologiquement de qui a été à l'œuvre. Je parlais de l'hypocrisie de certains tenants des sciences humaines. On a vu un certain nombre de personnages militants, activistes d'extrême gauche à la fin des années 60, à l'occasion de mai 68, se retourner complètement, progressivement, devenir, au nom d'un certain idéal libéral, libertaire, devenir progressivement des chantres d'une forme de socialisme abstrait qui a fait glisser les préoccupations sociales vers des préoccupations évidemment sociétales, écologistes, qui sont, je dirais, plus superficielles dans les modes de vie, dans les problématiques de vie de la majorité de la population. La vraie réalisation, émancipation sociale a été globalement abandonnée au nom de l'épanouissement sexuel, amoureux, écologique et d'un certain embourgeoisement, d'un certain embrassement de l'idéologie capitaliste. On peut se réaliser de façon sociale, de façon socialiste à l'intérieur du capitalisme. C'est cette idée qui a été diffusée à grands coups de liberté, de libération, d'idée de la libération auprès des classes moyennes occidentales, et avec l'espoir de chute, d'effondrement du système communiste, du système soviétique dans les pays de l'Est. Donc là, on voit que ce qui a... Oui. Non, je voulais
un peu pour schématiser, on voit que dans votre première partie, vous repartez dans la continuité du texte de précédent sur l'uniforme, mais là vous êtes en train de prendre du recul et de passer à un étage de généralisation supérieure, enfin de généralisation, où vous embrassez maintenant la problématique de la société en général et plus simplement de l'uniforme et du symbole. Enfin, et notamment de la posture du clerc, la posture de l'intellectuel, la posture du professeur. Quelle a été la place du professeur jusqu'à mai 68, de l'autorité intellectuelle, je dirais moraliste, avec une ambition sociale, une ambition d'émancipation. Derrière ça, une partie de ces autorités intellectuelles, eh bien, se sont vautrées, se sont avachis, se sont un peu plongés dans un certain conformisme bourgeois et ont adopté tout en gardant ces espèces de combats de libération formels, ont progressivement abandonné l'idée d'une subversion, d'une subversivité sociale et combative. Donc, je pense que nous vivons encore aujourd'hui dans un monde qui maintient cette hypocrisie entre des discours très virulents, plein d'allants, plein de volonté émancipatrice, mais dans les faits, une certaine mollesse, un certain conformisme que je dirais bourgeois dans les comportements, y compris voilà, chez des élites qui se prétendent de gauche, quoi. Qui se prétendent de gauche, mais où il s'agit plus de quelque chose d'hérité, quelque chose de, je dirais, de cristallisé. Il n'y a pas de dynamisme dans les postures de gauche, quoi. Aujourd'hui, le dynamisme est résolument à droite, quoi. Le vivier intellectuel, le dynamisme intellectuel, il est beaucoup plus notable chez les intellectuels de droite qu'il ne l'est chez les intellectuels traditionnels de la gauche, quoi. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas, ce qui bloque en grande partie, c'est ce problème, cette dénonciation de l'Union soviétique, du système communiste soviétique, du socialisme réel, qu'il s'agisse de la Chine communiste ou de l'Union soviétique. Tant qu'il y aura des ambiguïtés et tant qu'il n'y aura pas c'est un autre sujet que j'aborderai pas aujourd'hui, mais je pense que tant qu'il y aura des ambiguïtés, les élites de gauche européennes ont du mal à être cohérentes dans leurs actes, quoi, parce qu'on peut toujours proclamer oralement certaines choses, tant qu'il n'y a pas tant qu'on relaie pas par des actes cohérents, des actes courageux, ces volontés proclamées, on se condamne un peu à une certaine à un discrédit et à une certaine passivité, quoi. Bon, c'est vrai peut-être je suis un peu passionné, je suis un peu ambitieux, il faut mais c'est vrai que je pense que il est courageux de vouloir changer les choses, quoi. Et changer les choses, ça veut dire pas seulement essayer d'aménager le capitalisme par une politique d'urbanisme à vocation écologique, mais aussi en faisant tomber certains principes mentaux, certains principes globaux, structurels. Pour être... Bon, c'est vrai que la cohérence peut faire peur, mais c'est aussi une nécessité. Non, mais là, avec en adoptant un point de vue justement matérialiste, on peut constater que la production des richesses est en train de se déplacer vers les BRICS, vers les anciens pays du tiers-monde, du quart-monde ou de la sphère soviétique, et que le bloc occidental qui est hégémonique depuis des siècles est en train de perdre son influence. Et donc on peut peut-être imaginer que
le capitalisme va se transformer dans son fonctionnement et emprunter à l'Orient des caractéristiques spirituelles qui pourraient permettre peut-être une évolution inattendue que le marxisme n'avait pas prévue vers un espèce de capitalisme peut-être capable de prendre en compte l'aspect humain. Bon, peut-être que c'est de l'utopisme ce que je dis, mais sait-on jamais. Oui, mais vous avez raison, hein, c'est tout à fait envisageable, et, y compris, on en voit déjà certains aspects. Donc, oui, vous voulez continuer. Voilà. Oui. Je pense que c'est vrai que c'est une hypocrisie à gauche que je tenais à dénoncer ces derniers temps, et en tant qu'éducateur à le faire comprendre, à dénoncer auprès de mes élèves un certain gauchisme qui peut être perturbant, qui peut, je dirais, amener à des confusions, quoi. C'est déjà, ne serait-ce qu'examiner sans adhérer formellement ou même du tout à ce que je dis, être conscient des différentes nuances qui peuvent exister mentalement sur ce que sont les différentes formes de socialisme et de gauche. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant, y compris dans un dialogue interculturel comme le dialogue d'un professeur français, de français, auprès d'élèves dans un pays étranger, la Turquie en l'occurrence. Et donc là-dessus, effectivement, se greffe voilà l'hypocrisie du symbole. C'est-à-dire que voilà, le symbole, c'est le propos idéaliste, le beau propos émancipateur, plein de liberté, et la réalité, ce sont des mécanismes de domination humaine, technique, technologique, industrielle, qui se maintiennent. Donc une pollution qui se maintient, des rapports de domination entre employeurs et employés qui se maintiennent, des rapports hommes-femmes de domination homme-femme qui se maintiennent, et d'autres formes de discrimination qui se maintiennent malgré de beaux discours. Donc cette hypocrisie-là, elle est présente mot dans le verbe, et c'est là qu'est le début du triomphe du symbole. Donc je mets un peu les jeunes plein épris de liberté, épris de liberté vestimentaire, à la prudence sur peut-être à court terme, porter un vêtement original peut permettre de gagner en confiance en soi, mais voilà, n'est-il pas plus beau, plus courageux d'essayer d'aller plus loin dans l'affirmation de soi, et notamment voilà, passer par le langage, par l'étude, pour essayer bien de préciser un peu plus dans le détail les modalités d'une affirmation plus nette et plus réelle. Et quels sont les résultats de votre action en ce sens auprès de vos jeunes apprenants? Ouais, ça mérite de l'approfondissement, là. Vous voyez, je lance un peu des idées. Oui, vous n'avez pas expérimenté directement à tue-tête, et c'est vrai que, y compris, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de ce que peuvent ressentir les femmes ou les jeunes filles pour savoir ce que peut être pour elles un épanouissement. À la fois, il y a vraiment une volonté, une énergie de vie, de s'affirmer librement, s'habiller comme on le souhaite, parce que ça marque une opposition aux vêtements voilés islamiques. Donc pour les jeunes filles que j'ai en tant qu'élève, il y a vraiment une volonté de s'affirmer en opposition à toute forme de soumission à une religion. Donc ça, je l'entends évidemment, mais est-ce que aller dans le tout sexy, le découvert à tout prix, est-ce que c'est ça l'affirmation absolue de l'individu, ou est-ce que on peut
Ouais. On peut imaginer un compromis, ou est-ce que le compromis c'est être prude, c'est ne pas être à l'écoute de l'épanouissement complet auquel aspire une certaine partie des femmes, des jeunes filles. Bon voilà, j'ai pas creusé la question, Oui, mais je pense de toute façon que la dimension intellectuelle et intelligible du discours doit être prioritaire. Doit être prioritaire dans l'affirmation des individus, quoi, plus que le vêtement. Oui. Donc il y a une méfiance de ma part vis-à-vis de ces symboles, que ce soit les discours, les grandes proclamations verbales et les symboles vestimentaires, et ce dont je parle dans le titre de l'article, cette hypocrisie, elle me rappelle beaucoup le concept d'iconostase. Je reviens au texte. Oui. L'iconostase désigne dans les églises chrétiennes orthodoxes la paroi qui sépare le clergé célébrant du commun des fidèles. Ainsi, la réalité de ce qui se trame dans le secret des coulisses, derrière le rideau, la porte et les murs, demeure inconnue et donc étrangère à la communauté des gens simples. Et la beauté du mur, séparant l'élite de la populace, sert à manipuler la majorité et à faire qu'elle s'extasie des icônes orthodoxes ou des idoles catholiques. Qu'elle reste à la surface sensible et qu'elle ne pénètre pas dans la vérité. La beauté du symbole artistique sert à détourner l'attention de la personne utilisée. Donc, c'est quelque chose qui m'avait frappé. J'avais visité en France une église orthodoxe roumaine, et c'est à ce moment-là que m'avait été expliqué le principe de l'iconostase, cette séparation qui existe entre le clergé et les croyants qui viennent célébrer sous l'autorité donc du patriarche. Et j'avais vraiment été choqué, été frappé par la beauté d'une part de cette paroi, de cette iconostase, derrière laquelle effectivement les prêtres, les patriarches font leurs petites affaires en secret, et j'avais vraiment trouvé ça très explicatif, très schématique de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que les vraies choses sérieuses, même dans le domaine hyper symbolique de la religion, de la célébration religieuse, eh bien les choses importantes, les choses décisives se font en coulisses, en cachette, à part de la majorité qui vient naïvement, avec tout son bon cœur, avec toute sa naïveté, avec tout son esprit, je dirais, bon enfant. Eh bien les vraies issues, issues c'est un anglicisme, les vrais sujets, les vrais problèmes, mais ils sont réglés, ils sont abordés en cachette, à part. Et qu'est-ce qui est donné en échange? Quel est le prix en fait de ce secret? Eh bien c'est cette icône, ça c'est la beauté. C'est un mur magnifique avec des dorures, des émaux, un luxe de sophistication, de détails, d'orfèvrerie magnifique. La beauté, l'émotion des sentiments, des icônes orthodoxes exprimés par les visages du Christ, les visages de la Vierge Marie et des autres personnages de la liturgie. Voilà, une surabondance de beauté, d'esthétique, de sensibilité, qui sert en fait à masquer la réalité des délibérations. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très à l'image de la société dans laquelle nous vivons. On parle parfois de société du spectacle. Tout ce que j'ai abordé depuis le début du texte, avec cette mobilisation à la fois des sciences cognitives et psychologiques, et cette mobilisation des technologies d'information et de communication. D'abord, je le disais, la presse, puis la radio, puis la télévision, et puis depuis une quarantaine d'années, l'informatique, avec d'abord l'ordinateur personnel, puis les téléphones intelligents, sans oublier les tablettes et j'en passe. Eh bien, je crois que
nous sommes effectivement dans un monde très sensible, très superficiel, où non seulement les écrans, mais tous les supports, ces supports d'information et de communication technologiques, sont des iconostases, mais non plus à l'échelle d'une petite église, mais à l'échelle de notre réalité, de notre perception. C'est-à-dire que nous sommes inondés, assaillis d'écrans, principalement, puisque maintenant on parle plus de pages papier, on est toujours sur l'écran, sur un écran d'ordinateur, un écran de téléphone, un écran de tablette électronique, un écran de liseuse. Les technologies ne me viennent pas tout à l'esprit, mais je crois que vraiment que à chaque outil technologique correspond une idéologie, correspond à la diffusion d'une idéologie. Et je pense que notre époque, elle est marquée par ça. C'est-à-dire... Allô, vous m'entendez? J'étais interrompu. Oui, je vous entends très bien. Non, il n'y a pas eu d'interruption de mon côté. Je pense que notre monde, notre époque, elle est marquée par ces technologies et par cette idéologie consumériste, capitaliste, individualiste dont vous parliez. Donc voilà, elle agit comme une iconostase entre nous, entre les humains eux-mêmes, pour aller vers une individualisation des humains dans le domaine personnel, dans le domaine relationnel, amical, amoureux, professionnel, et bien sûr politique aussi au niveau sociétal. Donc voilà, cet isolement, c'est un choix délibéré, et les écrans, les technologies nous font aller vers cet éclatement, cet éparpillement, cette individualisation. Et donc, je disais ça, pour dire que, alors que nous sommes tous dans notre bulle, les vrais enjeux, les vraies issues sont toujours prises à part, et les vraies issues, ce n'est pas les vraies décisions, elles sont prises à part dans des comités, dans des cabinets qui ne sont pas médiatisés, qui sont derrière la paroi, derrière l'iconostase. Nous sommes émerveillés par la beauté des Jeux Olympiques, des compétitions sportives en tout genre, Coupe du monde de football, Super Bowl de football américain aux États-Unis. Le sport me vient immédiatement à l'esprit, mais tout ce qui est l'industrie du cinéma, l'industrie des séries, l'industrie de la télévision, les émissions de cuisine, les émissions de déco, tout cet arsenal idéologique. On parlait d'opium du peuple pour ne parler que de la religion au XIXe siècle. Et bien aujourd'hui, à la religion se sont ajoutés une infinité de contenus qui n'ont d'autre vocation que de nous détourner de l'intelligible, nous détourner du texte, nous détourner de la lecture, nous détourner des réflexions articulées, argumentées, documentées. Donc je pense qu'il est temps de réhabiliter l'usage du verbe, l'usage de la langue, que ce soit la langue orale. Aujourd'hui, les podcasts via un média radiophonique nous permettent de diffuser des idées intelligibles en langue par ce biais-là, mais évidemment la lecture, l'écriture, le texte sont évidemment la base d'un travail de réhabilitation de l'intelligence, de la réflexion, de la documentation, du travail intellectuel qui est indispensable. Il n'y aura pas d'épanouissement collectif, de réalisation collective sans une réhabilitation de la langue. Je dis langue parlée, que nous parlons maintenant, mais langue écrite aussi. Voilà. Vous voulez peut-être intervenir, réagir. Donc merci pour cet exemple très intéressant de l'iconostase qui permet d'ouvrir des perspectives me concernant. Est-ce que on revient un peu à mon thème de l'intervention que j'avais faite sur le Kali Yuga la dernière fois, c'est-à-dire que il y a eu une époque où il n'y avait pas de classe ni de caste, il n'y avait pas le clergé et
et le peuple, mais tout le monde était à un niveau cognitif très élevé qui permettait à chacun de participer au plus haut débat, enfin à la plus haute vie spirituelle. Mais on n'en est plus là depuis très longtemps. Et donc, ce que je me demandais, c'est que, est-ce que, pour continuer dans les questions que j'ai posées pour votre entretien, enfin pour votre prise de parole, est-ce que cette situation de différence et de hiérarchisation entre des groupes humains, entre ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ceux qui ont le capital et ceux qui ne l'ont pas, est-ce que c'est la faute à une évolution cosmique, ou est-ce que c'est la faute des pauvres qui eux-mêmes ont choisi d'être volontairement serviles par renonciation au combat pour la connaissance, ou est-ce que c'est leur défaite est liée à, comme vous le pensez probablement, à une lutte des castes et des classes dirigeantes pour s'approprier toujours plus de pouvoir? Je ne sais pas. Ce que vous en pensez? Oui, alors là, cause cosmique, je me garderais bien de m'exprimer là-dessus. Je maîtrise pas du tout l'idée des causes cosmiques. Je pense qu'on choisit pas d'être dominé ou soumis. Encore faut-il parfois en avoir conscience, quoi. Donc, est-ce que la question pourrait aussi se poser de savoir est-ce qu'il ne vaut pas mieux vivre soumis, ne pas être conscient des dominations, est-ce que accepter la vie comme elle vient, c'est pas plus simple finalement, pourvu que la vie soit relativement supportable, est-ce que ça vaut pas le coup de renoncer à une certaine sophistication intellectuelle pour vivre une vie simple, d'accepter la vie comme elle vient et de pas se poser les questions de est-ce que une alternative ne serait pas possible. Ça, c'est un premier questionnement. Donc je réponds à votre question par une autre question. J'ouvre la discussion dans une autre direction. Après, évidemment que ayant dénoncé des manipulations mentales, des manipulations idéologiques à travers les époques, qu'il s'agisse de la manipulation religieuse jusqu'à la révolution industrielle, puis les manipulations politiques, idéologiques, qu'il s'agisse des régimes entre guillemets totalitaires ou du consumérisme libéral, occidental, capitaliste, évidemment que là il y a une stratégie qui est à l'œuvre. Il y a une stratégie qui est à l'œuvre et qui fait que la domination elle est entretenue, elle est organisée sciemment par des élites. Par tout type d'élite, que ce soit, je l'ai dit, depuis longtemps, des élites religieuses, dans une acception, dans une compréhension négative de la religion et surtout de l'institution religieuse, mais ensuite les grands systèmes politiques, les grandes idéologies, avec, je vous dis, les outils non seulement psychologiques, de la psychologie, des sciences cognitives issues du freudisme, au début du XXe siècle, et les technologies de communication que j'ai listées, la presse, la radio, la télévision et maintenant l'informatique, relayée par Internet. Donc voilà, ça c'est j'ai répondu à une partie de votre question, et puis l'autre aspect qui m'est venu, auquel j'ai tenu à répondre par une ouverture de la discussion vers le niveau de conscience, quoi. Est-ce que la conscience et ça c'est vraiment un sujet très vaste, ça occasionnerait, ça vaudrait le coup vraiment de faire une émission entière à ce sujet-là. Ah oui, là vous abordez des points qui mériteraient des développements très longs sur chacun d'entre eux. Oui, c'est sûr, c'est des questions très larges. Difficile de les résumer, mais vous pouvez continuer votre direction personnelle sur ce thème maintenant, si vous voulez, et puis si comme vous voulez. Oui. Je vais terminer la lecture du texte pour parler d'une autre distinction. Là, j'ai parlé un peu d'une distinction Est-Ouest, je dirais, entre un Occident libéral et un Orient collectiviste et unanimiste. Et puis m'est venue à l'esprit la distinction nord-sud que j'expérimente également ici en Turquie. Donc on assiste aussi à travers cette problématique à une distinction classique entre libéralisme individualiste occidental
et monolithisme collectiviste oriental. Sur cette opposition Est-Ouest se superpose une dissection Nord-Sud. J'ai un jour pris l'avion d'Ankara à Antalya pour aller de mon lieu de travail, la capitale turque, vers la résidence de villégiature familiale. Je quittais le monde du travail en français vers ma famille russophone, tout cela sur le sol de la Turquie. Et même si je restais dans le même pays, j'avais le sentiment de changer de monde, d'univers, de galaxie. D'un monde austère, froid, sérieux, discipliné, fonctionnel, je passais à une vie de chaleur, de détente, de dérision et de superficialité débonnaire. D'un côté, le raffinement européen, d'une vieille capitale administrative grisonnante, et de l'autre, la simplicité du loisir dans une agglomération jeune et solaire, où l'activité est orientée quasi exclusivement vers le récréatif. J'aime les deux, et il est nécessaire de ménager ces deux ambitions. C'est-à-dire le travail, l'efficacité du travail, voilà, c'est constitutif de mon identité. Je pense qu'il y a beaucoup de vertus à essayer d'être passionné, de mettre de l'ardeur dans son travail, de l'exigence, de se donner du mal pour obtenir un résultat produit d'un travail de qualité. Mais évidemment, la paresse, évidemment, le repos, évidemment, la distraction sont indispensables pour l'équilibre psychologique. Pour se recréer, l'idée de récréation est très importante, pour amener des idées neuves, un regard neuf sur notamment le travail qu'on fait. Mais est-ce possible ? Est-ce qu'une synthèse est possible ? Est-ce que ces synthèses entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, ces différentes dimensions, est-ce qu'une synthèse est possible ? Est-ce possible ? Puisque j'ai dit que ménager différentes ambitions sont possibles. La plupart du temps, on est confronté à des points de vue entiers qui ne laissent que peu de place à la nuance ou à la synthèse. Les gros modèles idéologiques monolithiques prévalent depuis que les débats intellectuels se sont cristallisés en même temps que s'est érigé le rideau de fer. Et le mur de Berlin a beau être tombé depuis 35 ans, il demeure encore dans les têtes, et non pas seulement en Allemagne. Une génération a donc passé, et il est temps pour les progressistes de faire le deuil de l'unanimisme comme de la perfection des idées ayant mené aux échecs du socialisme réel au XXe siècle, et pour les libéraux d'entrevoir la désolation et la déliquescence qu'ont engendré en Occident et ailleurs un demi-siècle de néolibéralisme agressif. Voilà, j'en ai fini. Oui. Voilà, je pense qu'il faut rejeter les vieux dogmatismes, le dogmatisme de gauche que j'ai déjà un peu critiqué tout à l'heure, mais évidemment, bon, ça tombe sous le sens, critiquer également un dogmatisme de droite. Je vous donne la parole. Oui, non, je voulais notamment signaler le scandaleux sort qui est fait aux travailleurs sans qualification, aux travailleurs illettrés, non diplômés du supérieur ou même du secondaire, à tous ces gens dont les capacités cognitives ou les problèmes physiques n'ont pas permis d'accéder à un niveau de diplôme. Je trouve que depuis 50 ans, ce sont ces gens-là qui souffrent le plus, avec justement une disparition du travail qui est accessible à ces personnes, et donc une précarité générale dans leur vie. Et donc un régime humaniste se donnerait pour but, je pense déjà, de réharmoniser, enfin de leur donner un emploi vraiment digne et respectueux de leurs capacités. Et donc quelque part c'est un peu plus politiquement incorrect, peut-être, je sais pas. C'est de dire qu'il faut pas nier les inégalités de nature ou en tout cas les inégalités entre êtres humains. Il faudrait plutôt les assumer dans notre époque et finalement avoir une politique réaliste de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller trop haut dans la spiritualité, au moins pour le moment. Après, peut-être dans quelques générations, s'il y a une éducation, on peut toujours avoir l'idéal communiste de l'homo soviéticus mais dans un premier temps, je pense que peut-être ce serait aussi un travail à mener qui n'est pas fait, qui est fait. On peut pas dire qu'en France il n'y a pas des actions sociales pour les gens les plus décrochés de l'emploi, mais c'est vrai que ça reste insuffisant vu l'ouragan néolibéral qu'on subit depuis longtemps.
Bon, voilà, j'arrête là parce que bon, j'ai pas un propos très précis. Donc. Oui, mais je pense que c'est assez juste. Hein. Voilà, je pense que voilà, des générations sont passées. Il y a une idéologie de gauche, des élites de gauche qui ronronnent. Voilà, il est temps de faire un examen objectif, je dirais, du socialisme réel, hein, ce qu'on a appelé l'Union soviétique, qui continue sous d'autres formes à Cuba, qui continue peut-être dans certains pays africains et bien sûr en Chine, d'autres pays asiatiques. Donc voilà, examiner non plus avec la passion qui caractérisait un organisme vivant au XXe siècle, mais maintenant nous regardons un corps cliniquement mort, donc peut-être pouvons-nous à froid, avec sang-froid, analyser ce qu'il pouvait y avoir de bien, ce qui a fonctionné, ce qui a marché, ce qui a été un succès, et puis s'il y en a eu, mais je pense que ça fera l'objet d'un prochain exposé, une prochaine discussion. Je pense qu'il y a eu des choses et qu'il faut en partie réhabiliter certaines réussites de l'Union soviétique, du socialisme réel. Mais évidemment, il faut aussi, pour ceux qui veulent soutenir ce projet-là, être capable de faire une critique de ce qu'on a appelé, dans sa mouture négative, le stalinisme, au-delà de la mort de Staline lui-même. Bon, ça c'est pour l'autocritique que doit faire le monde, je dirais, de la gauche. Et puis pour ce qui est du monde libéral, droitier, évidemment, nous sommes peut-être au bout d'un cycle. Vous parliez de puissance émergente. Effectivement, le monde occidental, je n'espère pas qu'il l'ait creusé, mais a peut-être creusé en partie sa tombe avec un dogmatisme forcené néolibéral. Hein, depuis, j'ai daté ça tout à l'heure à la fin des années 60, début des années 70. Voilà, depuis une cinquantaine d'années, le dogmatisme économiste, le culte de l'épargne, du non-investissement public, laisse en partie des sociétés dans le désarroi matériel. Vous avez parlé un peu des personnes abandonnées ces dernières années, abandonnées intellectuellement, moralement et surtout matériellement, socialement, professionnellement. Ça, c'est le résultat d'un choix délibéré du capitalisme actuel, dans sa dernière mouture, qu'on appelle néolibéralisme, de ne plus vouloir, au nom de non seulement des économies, de l'épargne, d'épargner un budget, d'une gestion austère des comptes privés et des comptes publics, et au niveau d'une absence en fait de projet sociétal. Je pense qu'il y avait dans la révolution industrielle une volonté d'élévation globale de la société, des populations. Il y avait quelque chose de vertueux dans les élites capitalistes qui voulaient sortir de la misère, sortir de l'ignorance, les populations paysannes en faisant des travailleurs industriels cultivés, responsables, épanouis, émancipés. Mais cette aspiration chez les élites capitalistes a disparu. Peut-être même est-ce le fait aussi d'une prise de conscience de classe. La notion de conscience de classe est-elle apparue dans sa méchanceté? C'est-à-dire que le monde capitaliste a-t-il pris conscience de lui-même, de son caractère dominant, méchant, en étant dénoncé par l'idéologie marxiste? Peut-être le monde du patronat a-t-il encore plus pris conscience de lui-même, de son rôle de nuisance, de dominant, par la dénonciation qui en a été faite par Marx notamment. Oui, mais là, c'est vraiment... malheureusement, ça n'a aucun impact sur la réalité, l'harmonie sociale entre les classes. C'est toujours aussi violent. Oui. La lutte des classes. Ça, c'est encore plus violent, je dirais. Enfin, oui, au moins, voilà. Peut-être plus violent encore. Ouais.
Voilà, je vous laisse le dernier mot, je vous laisse conclure par une réaction. Oui, je vous remercie pour cet exposé qui permet de réfléchir à de nombreux points et qui ouvre des possibles pour d'autres rencontres entre nous. Et ensuite, je pense que oui, on pourra approfondir certaines questions concernant justement les moyens de remédier, dont vous parlez un peu dans le dernier paragraphe, les moyens de remédier à cet état de fait de division, de déchirure entre les groupes sociaux de la société humaine, pour les réunir dans une harmonie et une concorde qui serait tout à fait logique vu notre nature humaine universelle, que l'on soit riche ou pauvre, on est tous pareils. Donc il n'y a pas besoin, il n'y aurait aucun intérêt à continuer ces tensions, ces divisions. Donc voilà. C'est magnifique. C'est une très belle conclusion et pleine d'optimisme. Bien, je vous remercie infiniment de m'avoir donné la parole et d'avoir si bien conclu cette discussion. Et je dis à nos auditeurs à très bientôt pour de prochaines discussions. Oui, à bientôt.